Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de ces enjeux, impact des changements climatiques sur l'agriculture et la viticulture en Suisse. Euh, c'est un sujet qui est très riche. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir tout aborder en une heure, mais je pense que c'est une thématique qui mérite qu'on la traite, qu'on la discute, qu'on réfléchisse là autour, qu'on partage aussi les connaissances obtenues là-dessus. Euh, Effectivement, à l'Université de Neuchâtel, on mène des recherches sur les impacts des changements climatiques sur la vigne. On a mené des recherches dans le contexte neuchâtelois. Vous avez ici une photo d'une de nos stations de mesure dans la région de Neuchâtel. Vous reconnaissez le lac derrière. On poursuit maintenant avec des projets au Grison et en Valais qui sont actuellement en cours. Donc, c'est une thématique sur laquelle on travaille régulièrement. Et puis, pendant ma thèse, effectivement, je travaillais sur les insectes ravageurs. Donc, je vais vous dire aussi quelques mots parce qu'évidemment, ça concerne aussi, bien sûr, le domaine agricole. Donc, ça fait partie de ces différents impacts des changements climatiques. Alors, pour la présentation de ce soir, je vais fonctionner en trois temps. On va commencer par un petit état des lieux de la situation climatique en Suisse et dans le monde en 2025. Où est-ce qu'on en est par rapport aux températures, aux précipitations? Voilà, juste fixer un peu le cadre, disons, de la situation actuelle. Ensuite de ça, je détaillerai les impacts principaux des changements climatiques sur l'agriculture et la viticulture. Donc, on passera en revue un certain nombre entre les phénomènes extrêmes, l'évolution aussi dans les valeurs moyennes et quels sont les impacts qui sont déjà observés dans le contexte suisse. Et puis, dans la troisième partie, on viendra sur les moyens d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter l'agriculture dans un contexte de changement climatique? Avec deux volets un peu distincts. D'une part, la question des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, que j'évoquerai assez brièvement, mais j'en dirai quand même quelques mots. Et d'autre part, l'adaptation de l'agriculture à un climat qui est en train de changer et qui va encore changer dans les prochaines décennies, selon toute probabilité. Alors, juste avant de démarrer, peut-être, si on se met un peu dans une perspective historique, c'est vrai que cette question, changement climatique et agriculture, c'est une question qui est particulièrement intéressante, je pense une des plus importantes hein, quand on parle des impacts des changements climatiques, pour deux raisons de base. Déjà parce qu'évidemment l'agriculture, ben, c'est essentiel, c'est un pilier fondamental de nos sociétés, et d'autre part parce que l'agriculture est fortement liée aux conditions climatiques, par définition. Hein, on a développé l'agriculture dans des contextes climatiques donnés. Et puis, si on prend un peu une perspective historique, l'agriculture, bah, vous savez qu'elle s'est développée à la sortie de la dernière ère glaciaire, donc il y a un peu plus de 10 000 ans, de la période qu'on appelle l'Holocène. Et c'est une période qui, d'un point de vue climatique, est marquée par une assez grande stabilité en termes de température moyenne mondiale. Alors ici, vous avez ce graphique qui est tiré d'un des derniers rapports du GIEC. On a reconstitué les températures ici. Alors on remonte sur 2000 ans, mais on pourrait remonter encore au-delà. Depuis la sortie de la dernière ère glaciaire, sur un peu plus de 10 000 ans, on a des températures, disons la température moyenne mondiale qui est restée relativement stable, des variations peut-être de quelques dixièmes de degrés, mais en tout cas à l'échelle globale, pas de gros changements euh, alors attendez que je trouve le laser, voilà, jusqu'à la période actuelle et cette augmentation brutale, on va dire, des températures qu'on a observées en particulier dans les 50 dernières années. Euh, et la tendance n'est pas encore prête à s'infléchir. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que les systèmes agricoles, globalement, se sont développés dans un système climatique plutôt stable. On peut d'ailleurs réfléchir au lien de causalité. Hein. Est-ce que c'est parce que le climat était globalement stable que ça a permis aussi le développement de l'agriculture? En tout cas, il y a sans doute un lien. Et ça veut dire aussi que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est sans réel précédent historique, dans le sens où on n'a pas eu de changement climatique de cette ampleur avec des systèmes agricoles développés comme on a aujourd'hui. Donc, on vit aujourd'hui une expérience avec, voilà, disons, des impacts qu'on essaie de comprendre, mais qui sont difficiles à modéliser de façon globale parce que c'est des impacts qui sont complexes. Euh, et effectivement, on n'a pas d'exemple historique au sens strict où on aurait observé un tel changement climatique et ses impacts sur l'agriculture. Ceci étant, évidemment, hein, on a connu durant cette période des petites variations qui ont eu des répercussions, on le sait, hein, sur les récoltes.
Et ça pouvait d'ailleurs avoir des répercussions très importantes sur les populations en cas de, typiquement quand il faisait trop froid en Europe ou en cas de sécheresse dans certaines régions du monde, ça pouvait avoir des conséquences extrêmement lourdes pour les populations locales. Euh, voilà, une variation même relativement petite à l'époque avait déjà des impacts. Aujourd'hui, c'est des variations de plus grande ampleur. Alors, si on en vient à la situation climatique à l'échelle globale sur la période la plus récente, depuis qu'on a des mesures de température, vous avez ici donc la température moyenne mondiale qui est représentée, surface terrestre et océanique confondue. Euh, la ligne que vous avez donc la ligne à zéro, c'est la moyenne sur l'entier du XXe siècle, donc de 1900 à 2000. Et puis vous avez chaque année qui est représentée selon que la température moyenne mondiale était plus froide ou plus chaude que cette moyenne. Et donc vous voyez que sur la fin du 19e siècle, on était au-dessous. Et puis, finalement, c'est surtout à partir des années 70 que le climat a commencé à se réchauffer de façon importante. Et depuis ce moment-là, bah, chaque décennie est plus chaude que la précédente. Et vous voyez ici l'année 2024, qui est l'année la plus chaude qu'on ait mesurée à la surface de la Terre. Et vous l'avez sans doute suivi, hein, pour la première fois, on a dépassé le seuil des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Quand on dit l'ère pré-industrielle, en général, on place la référence sur les températures de la fin du 19e siècle, parce qu'à cette époque-là, on a déjà des données mesurées pour cette époque. Et puis, c'était avant que les gaz à effet de serre augmentent de façon vraiment importante dans l'atmosphère. Donc, on peut dire que ça correspond au climat pré-industriel. Donc, voilà l'évolution. Euh, Peut-être dire aussi que cette valeur des 1,5 degrés qui a été dépassée en 2024, elle a une valeur de symbole dans la mesure où vous savez que c'est l'objectif qui va été fixé dans les accords de Paris en 2015, c'était de rester au-dessous des 2 degrés de réchauffement et si possible aux alentours de 1,5. On voit que c'est 1,5, on est en train d'y arriver. Alors, sur une année, c'est trop court pour tirer des conclusions définitives, mais ça veut quand même dire qu'on n'en est plus très loin et selon toute vraisemblance, dans les prochaines années, ce seuil sera à nouveau atteint et il est assez probable que cette limite des 1,5 sera dépassée, on va dire, à l'horizon 2030. En moyenne, on peut dire aujourd'hui qu'on est à peu près à 1,2, 1,3 degrés de réchauffement de température moyenne mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. Et aussi pour rappel, parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir cette ordre de grandeur en tête, entre une période glaciaire et une période interglaciaire, on a à peu près 5-6 degrés d'écart en température moyenne mondiale. Donc ça permet de se représenter 5 ou 6 degrés de plus ou de moins en température moyenne mondiale. Ça veut vraiment dire des changements énormes au niveau des conditions de vie pour les écosystèmes sur Terre. Donc déjà 1 degré, c'est pas négligeable et si on va vers 2-3 degrés de réchauffement, on aura des impacts qui seront vraiment conséquents pour la faune et la flore et les sociétés humaines, bien sûr. Alors, si on se projette vers le futur, ici, donc, c'est les scénarios, donc c'est tiré du rapport du GIEC de 2021, c'était le dernier rapport de synthèse. Donc, l'évolution de cette température moyenne mondiale prévue jusqu'à la fin du siècle. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur cette figure? Dans tous les cas, on s'attend à ce que la température augmente, en tout cas à l'horizon 2050. Et puis, dans la deuxième moitié du siècle, on a différents scénarios possibles. Ces scénarios correspondent aux émissions de gaz à effet de serre que l'on suppose pour le futur. Euh, et donc, en fonction, si on a des émissions basses, si on arrive à réduire les émissions, on serait plutôt dans les scénarios du bas. Et puis, si les émissions continuent à augmenter d'année en année, on serait plutôt dans les scénarios du haut, en rouge ici sur le graphique. Euh, Ce qu'on peut dire, en tout cas, disons dans la situation actuelle, c'est que le scénario que vous avez ici en bleu clair, qui est le scénario justement visé dans les accords de Paris, donc de rester à peu près à 1,5 degré de réchauffement, c'est un scénario qui n'est d'ores et déjà plus très crédible, puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter depuis les accords de Paris. Donc, de toute évidence, on n'est pas en train de suivre cette trajectoire-là. Même la trajectoire ici en bleu foncé est très ambitieuse, on va dire, et c'est en tout cas pas le chemin qu'on prend pour le moment. Donc, il faut garder à l'esprit que, en l'état actuel des choses, on est plutôt en train de suivre les trajectoires hautes dans les scénarios. Donc, aussi en termes d'adaptation, il faut savoir qu'il vaut mieux être préparé à ça parce que pour le moment, c'est ce vers quoi on va si on regarde les émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Et puis, donc, pour rappel aussi, hein, le fait que dans tous les cas, on s'attend à ce que ça continue à se réchauffer, c'est en raison
l'inertie du système climatique, le fait que les gaz à effet de serre aussi s'accumulent dans l'atmosphère et ils restent ensuite pour des dizaines d'années, voire des siècles. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible à brève échéance. Et donc, c'est pour ça que dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que le climat continue à se réchauffer à l'horizon, en tout cas 2050 et possiblement au-delà. Même si évidemment, après, on peut souhaiter qu'on arrive à stabiliser la situation en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de la température moyenne mondiale. C'est un peu l'indicateur de base quand on parle de la situation des changements climatiques. Mais c'est un indicateur un peu abstrait parce que c'est une moyenne qui recouvre d'une part des climats très très différents de par le globe et puis aussi sur l'entier de l'année, donc évidemment des variations aussi saisonnières. Alors si on spatialise les choses, ici donc des figures également tirées du dernier rapport du GIEC, vous avez donc ces cartes. Ici c'est la situation, grosso modo la situation actuelle, hein, 1,5 degré au-dessus de l'ère pré-industrielle. Vous voyez comment se répartit le réchauffement, donc il n'est pas distribué de façon homogène sur toute la surface du globe. Et puis vous avez des cartes un peu similaires dans un scénario à 2 degrés de réchauffement global ou à 4 degrés de réchauffement global. Qu'est-ce qu'on observe en particulier? C'est que les zones continentales se réchauffent plus que les zones océaniques, tout simplement parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour réchauffer les océans et qui vont se réchauffer en profondeur. Le mécanisme est en cours, mais il se fait de façon plus lente. Il y a plus d'inertie au niveau des zones océaniques. Donc les zones continentales se réchauffent davantage. Et puis la zone arctique en particulier aussi se réchauffe particulièrement vite par rapport à la moyenne globale. Et si on parle de la Suisse en tant que zone continentale et zone de montagne, elle se réchauffe clairement plus vite que la moyenne mondiale, à peu près 2 fois plus vite. Si on regarde le réchauffement actuel, on est déjà à peu près à 3 degrés de réchauffement par rapport à ce qu'on avait à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Les 3 dernières années, c'est les 3 années les plus chaudes qu'on ait mesurées. On était clairement au-dessus des 3 degrés de réchauffement sur la température moyenne annuelle. Et ça devrait continuer dans le futur. Donc, il faut toujours avoir en tête que si on va vers un réchauffement global de 2 degrés, ça voudra dire probablement 4 degrés pour la Suisse et ainsi de suite. Donc, toujours plus ou moins un facteur 2 par rapport à la moyenne globale. Alors, jusque-là, j'ai parlé température. Évidemment, il n'y a pas que les températures en termes climatiques. Si on parle maintenant des précipitations, voilà ce qui est attendu à l'échelle globale. On a des tendances qui diffèrent selon les régions du monde. Euh, Ici, donc, comme sur le graphique d'avant, vous avez la situation qui correspond plus ou moins à la situation actuelle, à 1,5 degré de réchauffement, ensuite à 2 degrés et à 4 degrés, toujours en évolution des précipitations moyennes annuelles par rapport à ce qu'on avait à la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez en fait les zones qui sont en train de gagner en précipitation, c'est les zones qui sont en bleu-vert, on va dire, et puis les zones qui sont en train de perdre en précipitation, celles qui sont dans les tons beige. Alors, là aussi, vous voyez qu'il y a des situations contrastées selon où on se situe. Typiquement, les hautes latitudes, notamment donc la zone arctique, est plutôt en train de gagner en précipitation parce que quand on a de l'air très froid, il est par définition très sec. Avec un air un peu plus chaud, ça permet aussi plus de précipitations dans ces régions-là. Et puis, des régions aussi qui sont plutôt en train de s'assécher, typiquement la zone méditerranéenne, également le Proche et le Moyen-Orient. Ce sont typiquement des régions qui sont en train de perdre en précipitation sur l'ensemble de l'année. Et donc évidemment, euh, si on parle des systèmes agricoles dans ces régions-là, c'est un gros enjeu qui est déjà en cours maintenant, mais qui va encore s'accentuer dans le futur. De moins en moins d'eau à disposition, avec des besoins qui sont croissants pour l'agriculture, pour la population aussi qui augmente dans ces régions-là. Donc, c'est aussi peut-être quelque chose à garder à l'esprit. Ce soir, je vais surtout parler de la situation suisse. Euh, à ce niveau-là, quand même, en Suisse, on peut dire qu'on est assez privilégié parce qu'on a des ressources en eau qui sont quand même très importantes par rapport à d'autres régions du monde. Mais gardez à l'esprit que dans certaines régions, on risque déjà, dans certains cas, c'est déjà le cas, d'avoir des situations vraiment critiques, notamment par rapport au manque d'eau. Et évidemment, si on n'a pas d'eau, ça met vraiment en danger le système agricole et toutes les sociétés de façon générale. Donc, gardez ça en tête. Euh, pour ce qui est de la Suisse, au niveau des précipitations, on est un peu à la limite entre l'Europe du Nord et la zone méditerranéenne. Donc, si on regarde sur l'ensemble de l'année, pour le moment, on n'a pas vraiment de changement dans les précipitations et ça devrait rester comme ça dans les prochaines décennies. Par contre, on a un changement dans la répartition saisonnière.
C'est-à-dire qu'on attend globalement des étés plus secs et des hivers avec plus de précipitations. Et ça, c'est important, notamment par rapport à l'agriculture. Moins d'eau pendant l'été, c'est un élément qui compte déjà et qui va compter certainement dans le futur. Moins d'eau, en particulier quand on en a besoin, donc pendant l'été. Donc ça, c'est un élément qui est important et qui risque de poser des problèmes dans le futur, même pour un pays comme la Suisse qui est bien doté avec des ressources en eau abondantes. Donc, voilà, ça c'était pour le cadre global, on va dire, des changements climatiques à l'échelle globale et un peu le détail pour la Suisse. Si on en vient maintenant plus précisément aux impacts pour les plantes. Évidemment, les plantes, elles sont liées au climat dans lequel elles grandissent, que ce soit en forêt, que ce soit en zone agricole. Et on peut distinguer l'effet du climat en deux composantes. D'une part, des tendances à long terme, donc typiquement l'augmentation des températures moyennes, en particulier l'augmentation des températures moyennes pendant la période de végétation, ça va avoir un impact sur la croissance des végétaux. Et puis d'autre part, l'intensification des extrêmes, qui est aussi une composante importante des changements climatiques en cours. Dans un climat plus chaud, on va tendanciellement vers plus d'extrêmes, des sécheresses plus marquées, des précipitations intenses plus marquées aussi. Et il y a aussi d'ailleurs d'autres types d'extrêmes que je détaillerai par la suite. Donc ces phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier, à se produire plus souvent, de façon plus intense, et ils vont aussi avoir des impacts par rapport à la végétation. Donc, pour bien comprendre l'impact des changements climatiques pour les plantes, il faut combiner un peu ces deux éléments. D'une part, les tendances, disons, des valeurs moyennes sur le long terme, et d'autre part, ces phénomènes extrêmes qui peuvent menacer la croissance des plantes ou leur santé en fonction justement de récurrence aussi au fil du temps. Donc, on va détailler ça un peu concrètement avec des exemples pour la Suisse. Si on prend les tendances sur le long terme, euh, on a mené des recherches là-dessus à l'Université de Neuchâtel, en particulier par rapport aux conditions climatiques pour le vignoble dans la région neuchâteloise. Donc, on a produit des cartes de ce type, des cartes climatiques avec des indices bioclimatiques pertinents pour la vigne sur le littoral neuchâtelois. Et donc, on a regardé, donc ici, vous avez la situation dans les années 70 avec ce qu'on appelle l'index de Huglin. Donc, en gros, c'est on additionne, on accumule les températures moyennes pendant la période active de la vigne, donc du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Et puis, plus on accumule de chaleur pendant cette période, et plus ça va permettre à des cépages un peu plus méridionaux de se développer. Si on n'a pas assez de chaleur pendant cette période, ça ne va pas permettre aux raisins de se développer convenablement. Et puis, vous avez la comparaison avec ici la décennie de 2010 à 2019. Et puis, ben, on voit que le climat viticole s'est déjà considérablement réchauffé. Et si on prolonge avec des scénarios climatiques pour 2050 et 2080, on va aller de plus en plus vers des tons orange-rouge parce que cet indice de Huglin s'accroît de plus en plus. On accumule de plus en plus de chaleur pendant la période qui va d'avril à septembre, donc la période pendant laquelle la vigne est active. Alors, euh, sur cette base-là, ben, on peut aussi le voir d'une autre façon. Si on regarde la température moyenne pendant la période de végétation, euh, on a ici son évolution depuis les années 70 jusqu'à 2020. Et on peut, ce qui est intéressant par rapport à la vigne, c'est que la vigne, c'est une des plantes qui est les plus sensibles aux conditions climatiques. Vous savez qu'on a des cépages qui sont spécifiques en fonction des conditions climatiques locales. Rien qu'à l'échelle de la Suisse, on a des cépages différents si on est dans le canton de Neuchâtel ou si on va voir ce qui se passe en Valais, par exemple. Donc, on a vraiment des spécificités locales marquées. Donc, la vigne réagit beaucoup aux conditions de température. Et alors, ce qui est intéressant, typiquement pour Neuchâtel, donc vous savez peut-être que le cépage dominant, c'est le pinot noir. Si on regarde dans les années 70, les conditions étaient presque trop froide, même un peu trop froide pour le pinot noir. C'est la bande ici en rouge qui est la zone, on va dire, favorable pour ce cépage-là. Donc, dans les années 70, on était régulièrement au-dessous de la limite inférieure favorable pour ce cépage. Et puis, progressivement, le climat s'est réchauffé. Et puis, sur la période la plus récente, on commence plutôt à être à la limite supérieure de ce que ce cépage apprécie, voire même parfois au-dessus. Et on est en train d'entrer dans la zone qui serait plus favorable, par exemple, pour le merlot, que vous avez ici, au-dessus en violet, qui lui a besoin de températures plus élevées et qui maintenant est déjà possible à cultiver dans la région.
Il y a déjà, d'ailleurs, ça se fait déjà un petit peu dans la région de Neuchâtel, parce que le climat s'est réchauffé de façon assez importante euh, au cours de cette période. La température moyenne pendant la période de végétation, elle a augmenté d'à peu près bien 2 degrés, on va dire, entre 1970 et 2020. Donc, on a une augmentation de cette température moyenne pendant la période de végétation, un allongement aussi de la période. Hein. La période de végétation a tendance aussi à s'allonger de quelques semaines. La végétation démarre un peu plus tôt aussi au printemps. Euh, et au niveau des impacts pour la vigne, ça veut dire que ça permet petit à petit de nouveaux cépages. Ça remet aussi en question probablement à terme disons, un cépage comme le pinot noir dans la région. Pour le moment, ça fonctionne, mais on peut même dire que jusqu'à présent, ça a plutôt été bénéfique. Par contre, pour le futur, ça devient plus incertain parce qu'on risque de s'éloigner toujours plus de la zone favorable pour ce cépage-là. Donc, voilà un des premiers impacts, on va dire, des changements climatiques sur la végétation. Cette augmentation des valeurs dans la température moyenne qui change du coup les conditions de croissance des végétaux et notamment pour la vigne. Euh, Si on en vient maintenant à certains phénomènes extrêmes, on va dire, qui se produisent de plus en plus régulièrement, euh, un des phénomènes que l'on a observé plusieurs fois ces dernières années et qui joue un rôle important, c'est l'augmentation de l'intensité des sécheresses en lien aussi avec les canicules. Alors, sur l'illustration ici, donc c'est une photo qui a été prise dans les Alpes du canton de Saint-Gall en 2018. On a eu une sécheresse assez exceptionnelle cette année-là, avec une intensité qu'on avait rarement observée. Et puis, ça a donné lieu à des scènes assez étonnantes pour la Suisse. Hein. Donc, on a utilisé des hélicoptères pour amener de l'eau sur certains alpages pour que les vaches puissent boire. Euh, donc, c'est un phénomène qui est effectivement en augmentation dans le contexte climatique actuel et qui va évidemment avoir un impact sur la végétation. Ce qui est intéressant à dire par rapport à ça, c'est que c'est pas tellement la période des sécheresses qui est vraiment plus longue que par le passé. Tendanciellement, elle se rallonge peut-être un petit peu de quelques jours, mais c'est pas si évident en termes de tendance si on regarde l'évolution climatique. Par contre, ce qui a clairement changé, c'est que la température augmente, et en particulier pendant l'été. On a plus de vagues de chaleur. Euh, Ça se voit donc de façon assez évidente si on regarde par exemple le nombre de journées tropicales par an, donc les journées à plus de 30 degrés. Ici, c'est pour la ville de Lucerne. Alors, mais ce serait pareil pour la plupart des stations du plateau. Si vous voyez, dans les années 60-70, il y en avait assez peu hein, finalement, quelques journées tropicales par an, certaines années peut-être même aucune. Et puis, sur la période la plus récente, ça a passablement augmenté. Ça varie beaucoup d'une année à l'autre, mais aujourd'hui, on est plus facilement autour de 10-15 journées tropicales par an. Et la tendance à l'augmentation se confirme, donc on devrait en avoir encore plus dans le futur. Et ça a un impact important par rapport aux sécheresses parce que si vous avez une période sèche et que les températures sont plus élevées, eh bien, vous allez avoir plus d'évaporation de l'eau dans les sols et dans la végétation. Et donc, le niveau de stress hydrique sera plus élevé que ce que c'était par le passé. Donc, si vous voulez, pour une période sèche de même durée, on aura des impacts plus forts dans le contexte actuel que ce qu'on avait il y a 50 ans dans un climat qui était plus frais. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que les sécheresses euh, sont plus marquées qu'autrefois. Elles sont pas forcément plus longues, mais elles sont plus intenses parce que le climat est plus chaud. Et donc, c'est typiquement ce qu'on a observé assez régulièrement lors des derniers étés, en 2018 en particulier, mais il y a eu d'autres exemples du même ordre, avec à la fois des températures très élevées et des périodes sèches aussi intenses. Donc, si on regarde après les impacts de ces sécheresses, ça varie pas mal selon le type de végétation. Euh, un des soucis principaux, c'est pour le fourrage, donc pour les prairies. Et là, on a constaté des pertes de l'ordre de 25% dans des périodes dans des étés avec des grandes phases de sécheresse. À l'inverse, il y a d'autres plantes qui les supportent mieux. Typiquement, pour la vigne, pour le moment, c'est en général tenable. Pour la production de fruits aussi, le fait d'avoir des périodes assez chaudes et sèches pendant l'été, pour le moment, en tout cas, c'est pas trop un problème dans le contexte suisse. Donc, ça va dépendre un peu des plantes concernées.
Alors, il y a un autre impact qui est d'ores et déjà visible, qui est un impact indirect, on va dire, du climat sur les végétaux. C'est tout ce qui concerne les insectes ravageurs. Et c'est un élément qui est aussi très important dans le contexte actuel. Ici, vous avez cette petite chenille qui est une chenille du Carpocaps du pommier, qui est un insecte ravageur qui est répandu un peu partout à travers le monde et qui s'attaque, comme son nom l'indique, aux pommes. Euh, Pourquoi est-ce que les insectes ravageurs viennent jouer un rôle dans le contexte climatique actuel? C'est parce qu'il y a pas mal d'espèces de ces insectes qui ont plutôt tendance à profiter des nouvelles conditions climatiques, notamment quand on a des étés chauds et plus chauds que par le passé. Euh, c'est typiquement le cas pour le Carpocaps. C'est une espèce qui produit plusieurs cycles annuels. Par le passé, c'était 2 cycles par an. Et puis, dans le contexte actuel, potentiellement, ça peut donner 3 cycles par an parce qu'avec des températures plus élevées, le développement de l'espèce s'accélère et donc le Carpocaps devient plus actif et peut donc causer aussi potentiellement plus de dégâts que par le passé. Donc, il y a un certain nombre d'exemples de ce type, des espèces d'insectes qui se développent plus rapidement et de façon plus marquée que c'était le cas autrefois. Et c'est dans ce sens-là que le changement climatique a tendance à favoriser un certain nombre d'insectes ravageurs. Également, par un autre paramètre, c'est les hivers qui sont plus doux. On observe aussi effectivement que les extrêmes froids pendant l'hiver ont tendance à se raréfier. Or, quand vous avez des épisodes de grand froid, ça va avoir tendance à augmenter la mortalité de certains insectes ravageurs qui supportent mal les épisodes de froid intense pendant l'hiver, quand il va faire moins 10 degrés, moins 12 degrés, des températures de cet ordre-là. Donc, si vous avez des hivers doux, ça va permettre à certains insectes de passer plus facilement l'hiver et donc de se développer en plus grand nombre au printemps qui suit. Et c'est en particulier le cas pour un certain nombre d'espèces invasives. Parmi les ravageurs, vous avez des ravageurs qui sont indigènes, qui sont présents depuis longtemps dans nos climats, mais vous avez aussi certaines espèces qui sont des espèces exotiques introduites. Alors, vous avez ici cet exemple un peu spectaculaire de la punaise verte du soja. Euh, qui est typiquement un exemple de ravageur exotique qui a été introduit. Et ça, évidemment, c'est un gros sujet de préoccupation pour l'agriculture dans le contexte actuel. On a ces arrivées d'espèces exotiques qui arrivent en général de façon involontaire par le développement des échanges commerciaux, euh, pardon, par les transferts de marchandises ou de personnes. Et donc un certain nombre d'espèces d'insectes qui arrivent chez nous. Euh, le climat joue aussi un rôle à ce niveau-là parce que, disons, historiquement parlant, le climat suisse étant plutôt froid, va avoir tendance à limiter certaines espèces de climats plus méridionaux, mais avec un climat de plus en plus doux, des hivers plus doux que par le passé, ça permet à un certain nombre de ces insectes de s'installer et de passer l'hiver et donc de s'implanter. Souvent, on voit ces espèces arriver d'abord au sud des Alpes, donc au Tessin, et puis ensuite potentiellement passer au nord des Alpes et potentiellement donc se développer, y compris donc sur le plateau suisse. Donc la punaise verte du Suja, c'est un exemple, mais il y en a d'autres évidemment qui sont concernés. Donc globalement, si on parle des insectes ravageurs dans le contexte climatique actuel, on peut dire qu'on a plutôt une tendance à l'augmentation des dégâts, à la fois par la survie hivernale et par l'augmentation des cycles annuels dus au réchauffement de la période active des insectes. Euh, un autre impact des changements climatiques qui est visible sur la végétation, c'est ce qui touche à la phénologie. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais donc on parle de phénologie pour tous les événements du vivant qui sont liés au rythme des saisons. Donc, typiquement, la migration des oiseaux, c'est un événement phénologique. Donc, si vous regardez la date de retour des hirondelles ou des martinets, c'est un événement phénologique du printemps. Pareil pour la floraison des plantes. On peut regarder à quelle date ça se produit année après année. C'est assez fortement lié aux températures, pas uniquement, hein, ça peut aussi être lié à la durée du jour et de la nuit selon les espèces, mais la plupart des espèces de plantes réagissent aux températures. Quand il commence à faire chaud au printemps, elles démarrent leur période active, elles sortent de ce qu'on appelle la dormance. Et puis, donc, on peut calculer un indice du printemps, c'est Météo Suisse qui le calcule, en prenant une sélection de différentes plantes et en regardant à quelle date de l'année on a les premières floraisons qui se produisent. Ici, donc, la ligne à zéro, c'est la moyenne pour la période qui va de 1991 à 2020.
Et puis donc vous avez chaque année qui est représentée selon qu'on était avant ou après. Et vous voyez que sur la période la plus récente, ben, on a un avancement en moyenne de cet indice du printemps. Donc en gros, la végétation démarre plus tôt que ce que ça n'était le cas par le passé. C'est un décalage de quelques semaines, 2, 3, voire 4 semaines par rapport à ce que c'était autrefois. L'année 2024 a été vraiment exceptionnelle à ce niveau-là. Et c'est pas par hasard. Vous vous souvenez peut-être qu'on a eu un mois de février vraiment exceptionnel. C'est le mois de février le plus chaud qu'on ait mesuré en Suisse. C'était déjà presque un mois de mars en avance, si on veut. Et donc la végétation a démarré en conséquence passablement plus tôt que par le passé. Alors, ces changements dans la phénologie, donc c'est un des marqueurs des changements climatiques visibles, on va dire, en Suisse et ailleurs dans le monde. Alors d'un côté, ça voudra dire que la période de végétation a tendance à s'allonger. Donc ça veut dire que les plantes sont actives, commencent à fleurir, lancent leur phase active, on va dire. Euh, Ce qui peut en un sens être positif, hein, surtout encore une fois dans un climat comme le climat suisse qui est à la base plutôt un climat froid. Donc on a plutôt une tendance à une augmentation de cette période de végétation, avec un risque qui est bien connu, c'est le risque de gel printanier, parce que les bourgeons, tant qu'ils restent fermés pendant la période hivernale, ils peuvent supporter des températures très basses. Par contre, une fois que les bourgeons éclosent, une fois que les fleurs et les feuilles commencent à sortir, ce sont des tissus qui, eux, sont fragiles. Et en cas de coup de froid tardif, typiquement au mois d'avril, eh bien, ça peut les tuer. Et donc, ça peut en particulier détruire les récoltes, notamment pour la vigne, pour l'arboriculture aussi. Alors, la photo que vous avez ici, elle a été prise en Valais en 2016. On avait eu un épisode de gel tardif. 2016-2017, on en a eu des épisodes assez marqués. Euh, les petites, vous voyez que c'est cette couche de glace autour des fleurs. En l'occurrence, c'est une couche de protection, hein. Donc, c'est un des moyens pour lutter contre ces dégâts de gel. On asperge les fleurs avec de l'eau. L'eau va geler pendant la nuit et puis ça va former une couche protectrice. Donc, ça permet dans une certaine mesure d'éviter les dégâts dus au gel. Ça permet aussi de faire des jolies photos. Vous le voyez après au petit matin. Mais on espère dans une certaine mesure que ça évite les dégâts. Mais clairement, dans le contexte d'avancement de la phénologie, ça crée un risque par rapport à ces dégâts de gel printanier. Ici, une autre façon de lutter contre ces dégâts de gel, c'est ces bougies qu'on installe dans les vergers. Ça permet aussi, dans une certaine mesure, de lutter contre les dégâts de gel en réchauffant, enfin, en augmentant la température à proximité des arbres. Euh, c'est un sujet qui est intéressant dans la recherche sur les changements climatiques parce qu'il n'y a pas encore de vision très claire sur est-ce que le risque de dégâts de gel va augmenter ou pas dans le futur et dans quelle mesure. On a à la fois donc cet avancement de la phénologie qui est bien établi. On a aussi dans un climat plus chaud tendanciellement moins d'épisodes de gel tardif, ou en tout cas moins tard dans la saison. Donc on a un peu les deux processus qui se passent de façon plus ou moins simultanée. On a mené des recherches là-dessus à l'Université de Neuchâtel il y a quelques années. On est arrivé à la conclusion que le risque avait tendance à rester plus ou moins constant sur le plateau suisse et à augmenter au-dessus de 800 mètres, dû justement à une avancée importante de la phénologie de différentes espèces d'arbres. Mais ça reste une question encore à étudier pour le futur. Est-ce qu'on aura plus de dégâts de gel ou pas? C'est pas encore tout à fait clair. Et puis probablement que ça dépend aussi de quelle région du monde on parle. Dans le sens de, voilà, de régions du monde, est-ce qu'il y aura des régions où on n'aura plus tellement d'épisodes de gel tardif parce que simplement le climat se sera trop réchauffé? En tout cas, dans le contexte suisse, clairement, le risque de gel reste important dans le contexte actuel. Si on parle toujours des événements extrêmes, un autre élément important, ce sont les épisodes de précipitation intenses. Ces épisodes ont tendance à augmenter si on compare par rapport au début du XXe siècle. On a constaté que ces événements se produisent plus souvent. Donc, si on regarde les journées avec des fortes précipitations, on en a de l'ordre de 25 ou 30% plus souvent que ce que ça n'était le cas il y a un siècle. Et puis, si on regarde donc peut-être la journée de l'année avec les plus fortes précipitations, on aura des épisodes de l'ordre de 10-15% plus intenses que ce que ça n'était le cas il y a 100 ans. Donc, c'est aussi un phénomène connu, disons, en lien avec l'augmentation des températures. Euh, Quand on a un climat plus chaud, ça veut dire aussi que l'air peut contenir plus d'humidité et donc il y a aussi plus de potentiel pour des épisodes de fortes précipitations, comme on a connu d'ailleurs en Suisse dans les dernières années.
ça a aussi un impact par rapport à l'agriculture, notamment parce que ça aura tendance à accentuer les phénomènes d'érosion quand on a des épisodes de très forte précipitation. Donc il faut aussi tenir compte de ces épisodes. Globalement, on s'attend encore dans le climat futur à ce qu'ils soient à la fois plus fréquents et plus intenses que ça n'était le cas par le passé. Et puis, dans les événements extrêmes que l'on pourrait encore citer, il y a encore le phénomène de grêle qui va aussi être important pour l'agriculture. Là, c'est aussi un sujet qui est encore discuté. C'est pas encore très clair. Est-ce que ces épisodes vont augmenter ou pas dans le contexte climatique futur? Il y a des recherches qui sont en cours à ce sujet, mais à ma connaissance, on n'a pas encore vraiment de signal clair par rapport à ça. Est-ce qu'on aura plus ou moins de dégâts de grêle à l'avenir? Alors, si on fait une petite synthèse des différents impacts euh, des changements climatiques sur l'agriculture et la viticulture, ici, donc, c'est un schéma qui est tiré d'un rapport fédéral qui se projette à l'horizon 2050. Mais en gros, ça reprend les éléments dont je vous ai parlé parce que tous les impacts décrits pour 2050 sont déjà observés dans une certaine mesure aujourd'hui. On s'attend en fait à ce qu'ils se renforcent dans les prochaines décennies. Donc, vous voyez qu'on a effectivement période de végétation plus longue, encore de quelques jours, voire quelques semaines encore à l'avenir. Période de sécheresse un peu plus longue, mais surtout, comme je vous disais, plus chaude, donc plus intense. Euh, des fortes précipitations avec une intensité accrue, des vagues de chaleur plus importantes, ça c'est clairement un phénomène qui est en augmentation, et puis cette question des insectes ravageurs qui sont en augmentation, on va dire, dans leurs impacts. Et puis, un autre élément qui est important si on réfléchit au système agricole de façon plus générale et au système alimentaire, vous savez qu'en Suisse, on importe à peu près la moitié des denrées alimentaires que l'on consomme. Donc, on dépend beaucoup de nos importations. Et c'est vrai que je vous disais en introduction de cette présentation que, évidemment, dans les sociétés d'autrefois, on était très sensible à la qualité des récoltes. Donc, à de mauvaises années, ça avait des répercussions directes sur l'alimentation de la population. Aujourd'hui, en Suisse, on est préservé de ça parce que même si les récoltes sont pas bonnes, comme on a aussi les moyens financiers pour, on peut importer de notre alimentation. Il faut quand même se figurer qu'à l'avenir, ce ne sera pas forcément le cas aussi facilement que c'est le cas aujourd'hui, sachant que euh, on constate dans différentes régions du monde une augmentation des périodes difficiles pour l'agriculture. Typiquement, ce qui risque de se produire et ce qu'on commence à étudier aujourd'hui, c'est l'interaction entre différentes situations critiques dans différentes régions du monde. Si on a des sécheresses à plusieurs endroits, par exemple, qui peuvent faire baisser la production dans plusieurs régions du monde, on a un risque d'avoir à terme des pressions sur la quantité totale, disons, de denrées alimentaires qui sont produites. Et si on a une combinaison entre des crises dans différentes régions du monde, ça peut poser des problèmes. Donc, il faut aussi réfléchir à ce type de scénario parce que c'est quelque chose qui risque de se produire. On a déjà vu ces dernières années passablement d'événements climatiques extrêmes se produire dans différentes régions du monde en simultané. Et dans une société, disons, dans un monde globalisé, il faut tenir compte aussi de ces interactions. Ça pourrait amener à des restrictions, on va dire, dans le commerce des denrées alimentaires. Et c'est quelque chose qui est déjà visible. Si vous voyez que, par exemple, un pays comme l'Inde, tout à coup, ne veut plus exporter son riz, par exemple, en se disant, évidemment, on va le garder pour notre population d'abord. Donc, il faut avoir ça en tête. Dans le futur, on risque d'avoir des situations de ce type. Donc, voilà pour une petite synthèse, on va dire, des principaux impacts observés et attendus dans le futur. Euh, si on en vient maintenant aux moyens d'action, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au système agricole dans le contexte des changements climatiques? Alors, euh, pour l'agriculture comme pour d'autres secteurs, on peut diviser en deux grands axes les mesures de politique climatique. Et il se trouve que l'agriculture est concernée par les deux. C'est d'une part tout ce qui touche à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On appelle ça les mesures d'atténuation, atténuation des changements climatiques, essayer de stabiliser le climat global en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ça concerne l'agriculture, mais ça concerne évidemment beaucoup d'autres secteurs. C'est tout ce qui touche à la sortie des énergies fossiles. Et puis l'adaptation, donc comment faire pour adapter différents secteurs de la société à un climat changeant.
Et l'agriculture, évidemment, est très concernée puisque, elle est fortement liée aux conditions climatiques. Donc, l'agriculture va être concernée par les deux volets de ces politiques climatiques, à la fois par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par les mesures d'adaptation au changement climatique. Euh, c'est vrai que le volet adaptation, euh, peut-être il y a quelques années, voire quelques décennies, c'est quelque chose qui pouvait sembler encore voilà, un peu lointain. Aujourd'hui, clairement, on n'est plus dans le lointain parce que les impacts des changements climatiques sont déjà perceptibles aujourd'hui. Et comme je vous disais précédemment, il y a toutes les raisons de penser que les phénomènes en cours vont encore s'accentuer dans les prochaines décennies. Donc, il vaut mieux se préparer, et c'est d'ailleurs déjà le cas, hein, mais il faut se préparer à un climat qui va encore changer dans le futur. Alors, euh, par rapport aux mesures possibles pour l'agriculture, je vais commencer juste par détailler un petit peu ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole en particulier. Ensuite, on viendra sur les questions d'adaptation. C'est un vaste sujet, c'est un sujet assez complexe aussi, donc on n'aura peut-être pas le temps de tout dire là-dessus, mais quand même parler un petit peu du rôle de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre. Ici, c'est pour la Suisse, la situation en 1990 et puis la situation en 2022. Euh, alors, vous avez les différents secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous savez peut-être, hein, c'est le secteur des transports en Suisse qui est le secteur le plus important. Et puis, donc, on a après aussi le secteur des ménages, donc notamment tout ce qui est le chauffage des bâtiments, qui a plutôt progressé d'ailleurs. Donc, on a réussi à réduire les émissions dans ce secteur-là depuis 1990. Et l'agriculture que vous avez ici en gris, vous voyez qu'elle est restée à peu près stable en proportion par rapport à 1990. C'est à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Donc, c'est pas le secteur principal d'émissions, mais c'est pas négligeable non plus. 15%, c'est quand même quelque chose qui compte. Donc, c'est un des secteurs d'émissions à considérer quand on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Alors, ça, c'était en proportion des différents secteurs. Si on regarde les émissions en valeur absolue, depuis 1990 jusqu'à 2022, pour l'agriculture, donc en Suisse, donc vous avez ici la répartition de ces émissions. Oui, peut-être juste vous dire encore par rapport à ce graphique-ci. Donc ici, on considère le secteur agricole en tant que tel. Si on considère l'alimentation au sens large, donc aussi la transformation après des produits alimentaires, leur transport, etc., on est plutôt de l'ordre de 25%. Donc l'alimentation au sens large, c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas négligeable, on va dire, dans l'entier des émissions. Maintenant, si on prend donc les émissions du secteur agricole en particulier, vous voyez qu'il y a une petite baisse quand même, hein, par rapport à 1990. Donc, on a eu une petite réduction. Maintenant, si on veut atteindre les objectifs climatiques à l'horizon 2030 et 2050, il y aura encore pas mal de travail à faire, y compris dans le secteur agricole. L'agriculture a une spécificité par rapport à d'autres secteurs. C'est comme vous voyez ici, donc vous avez ces différentes couleurs dans les barres. Euh, c'est pas le CO2 qui est principalement concerné, c'est plutôt le CH4, donc le méthane, et le N2O, donc le protoxyde d'azote. Le CO2, donc il y en a un petit peu, mais ça représente, vous voyez, vraiment une petite partie des émissions du secteur agricole. Alors, ce qui est pour le CO2, c'est en général par l'utilisation de combustibles fossiles dans le domaine agricole, par exemple pour les machines ou autres. Donc, il y a une petite part pour ça, mais c'est pas quelque chose de très important. Vous avez une beaucoup plus grosse part pour le méthane, donc en particulier lié à l'élevage bovin, qui va donc émettre des quantités de méthane, et puis également par l'utilisation d'un certain nombre de fertilisants, et c'est aussi le cas pour le N2O, donc le protoxyde d'azote, qui va être émis en lien avec l'utilisation d'engrais azotés dans le système agricole. Donc, l'agriculture a un peu cette spécificité-là. Ces émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup liées au méthane et au protoxyde d'azote, donc en clair, à l'élevage bovin et à la production de fertilisants. Ce qui m'amène à quelques réflexions si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Euh, alors, c'est un sujet qui est assez complexe et qui peut mener à pas mal de réflexions. Euh, je pense qu'on peut synthétiser les choses en trois volets que je vais présenter assez brièvement. Le premier ne devrait pas trop faire débat parce que voilà, a priori,
devrait convaincre tout le monde. On peut gagner en efficacité, notamment en luttant contre le gaspillage alimentaire, qui est assez important si on regarde l'entier du système alimentaire. Donc, on peut essayer de lutter contre ce gaspillage, et puis on peut essayer de gagner en efficacité un peu à tous les niveaux par rapport aux usages énergétiques. Aussi, d'ailleurs, opérer le processus de changement énergétique dans le domaine agricole, y compris par l'électrification, par également l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles, ce qui se fait déjà à l'heure actuelle. On peut aussi essayer de gagner en efficacité par rapport à l'utilisation des fertilisants. Donc, à ce niveau-là, il y a une certaine marge de manœuvre dans des processus d'efficacité dans le secteur agricole. Après, il y a aussi une question qui se pose par rapport au mode de production, notamment par rapport à l'usage de fertilisants, d'engrais de synthèse en particulier. Et donc là, c'est tout ce qui touche au débat entre des processus plutôt d'agroécologie versus une agriculture plus industrielle. Évidemment, d'un point de vue climatique, il serait souhaitable d'aller vers moins d'utilisation de ces fertilisants. Ça permettrait aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi une question autour de l'usage des sols, y compris du fait que les sols peuvent capter et stocker une certaine quantité de carbone si on a des sols sains, si on évite des sols trop compactés, surexploités. On a aussi un effet bénéfique par rapport au cycle du carbone. Donc, il y a une question liée au mode de production. Et puis, un troisième axe par rapport au profil de consommation qui est aussi important entre les calories que l'on consomme, les calories d'origine animale ou d'origine végétale. Et c'est un sujet qui est aussi assez complexe parce que, d'une part, évidemment, derrière ça, il y a la question de l'élevage bovin et dans quelle proportion on le développe. Voilà, quelle est la taille du cheptel bovin en Suisse et ailleurs. Vous savez évidemment que ce cheptel a augmenté de façon assez incroyable. Hein, à l'échelle globale, c'est vraiment gigantesque l'augmentation de ce cheptel, avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées. Mais c'est pas seulement ça, parce que aussi en termes d'efficacité du système, euh, une alimentation à base de calories végétales est beaucoup plus efficace en termes, y compris en termes de surface utilisée, en termes d'énergie que ça demande. Et le facteur est vraiment important, c'est-à-dire qu'une alimentation à base végétale par rapport à une alimentation à base animale, en termes de surface, on réduit d'un facteur entre 3 et 5. Donc, en gros, on a besoin d'en tout cas 3 fois moins de superficie agricole si on se nourrit avec des calories végétales par rapport à si on se nourrit avec des calories animales, parce que le processus est évidemment beaucoup moins efficace dans le cas des calories animales. En clair, il faut de grandes surfaces aussi pour nourrir les animaux, y compris pour produire du fourrage. On va aussi importer des aliments, notamment des aliments concentrés qui vont venir de l'étranger. Donc, le système de production de viande au sens large, c'est un système qui mobilise beaucoup de ressources. Et donc, on pourrait avoir un système beaucoup plus sobre en privilégiant une alimentation plus orientée vers des calories végétales. Donc, voilà un peu en résumé trois axes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Vous voyez, évidemment, ça ouvre après de vastes débats sur la façon d'appliquer ces différents axes. Et puis, alors oui, je vois que ça va, je suis encore juste dans les temps enfin, je vais laisser après évidemment du temps aussi pour vos questions et remarques. J'en viens maintenant au volet d'adaptation. Donc, je vous ai montré avant les différents impacts des changements climatiques sur l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut s'y adapter? Alors, il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre et que je vais évoquer ici. Euh, Tout d'abord, en lien avec l'augmentation en particulier l'augmentation des températures moyennes, euh, cultiver des variétés adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Alors, ça peut vouloir dire différentes choses selon le type de végétaux considérés. Donc, typiquement, si on parle de la vigne, il y aura une question autour des cépages. Quel cépage on met à quel endroit? Après, on n'est pas forcément obligé de tout de suite changer le cépage, mais on peut aussi travailler sur les porte-greffes, donc la partie, le pied de la vigne. On a des porte-greffes qui supportent plus ou moins bien des conditions chaudes et sèches, par exemple. Donc, on peut changer les porte-greffes pour mieux résister à des conditions de sécheresse. Si on prend après des variétés, par exemple pour le blé, pour le maïs, on va pouvoir aussi, par la sélection génétique, amener des variétés qui supportent mieux, typiquement des épisodes de sécheresse comme on a connu ces dernières années, histoire de tenir le choc
dans les nouvelles conditions climatiques. Et on peut aussi discuter d'amener de nouvelles variétés, de nouvelles plantes à cultiver sur le plateau suisse, peut-être des choses qu'on ne cultivait pas par le passé et qui petit à petit seraient adaptées en raison de l'augmentation des températures. Donc c'est vrai que dans un contexte comme le contexte suisse, où on était au départ dans un climat froid, on va dire que les changements climatiques amènent aussi des possibilités nouvelles. Évidemment, la situation sera clairement différente si on se situe en zone tropicale ou subtropicale. Là, il y aura d'autres types de problématiques, avec des conditions parfois trop extrêmes aussi pour l'agriculture. Dans le contexte suisse, c'est pas des conditions trop extrêmes, mais il faut par contre anticiper les changements. Et oui, peut-être aussi préciser une chose par rapport à ça. Sur la vigne et sur l'arboriculture, on a un facteur qui est à prendre en considération, c'est le facteur temporel, c'est-à-dire que on plante la vigne ou les arbres pour une période de 30-40 ans. Donc, il faut un peu réfléchir à l'avance, qu'est-ce qu'on aura en 2050, 2060, parce qu'on ne pourra pas changer chaque année en fonction des nouvelles conditions climatiques. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille là-dessus à l'Université de Neuchâtel, entre autres, à réfléchir à comment est-ce qu'on peut anticiper les conditions futures. Et c'est en particulier intéressant pour la vigne et l'arboriculture, parce que là, on a besoin d'une vision à moyen long terme, on va dire. Deuxième point important, c'est la gestion de l'eau. Encore une fois, même dans le contexte suisse, ça devient un sujet important. On va vers des étés plus secs et plus chauds. Donc, potentiellement, une gestion de l'eau plus difficile, des conflits d'usage aussi. On l'a vu ces dernières années, hein, certains étés où tout à coup, on commence dans certaines communes à avoir un problème dans l'approvisionnement en eau. Et c'est plutôt appelé à se renforcer dans le futur, sans même parler après encore de l'impact une fois qu'on aura perdu aussi les glaciers qui alimentent les cours d'eau pendant l'été, donc qui font aussi qu'on a plus d'eau à disposition dans les cours d'eau avec la fonte de la neige et de la glace. Donc, il y a des questions sur, d'une part, un usage parcimonieux de l'eau, essayer d'avoir aussi plus de capacité de rétention d'eau dans les sols et éventuellement aussi créer des réservoirs à certains endroits, en particulier dans les endroits où justement on constate aujourd'hui qu'on est à la limite des disponibilités en eau pendant l'été. Euh, la question de la santé des sols est aussi importante dans le contexte climatique. Donc, les sols subissent différentes pressions. Alors, je vous disais tout à l'heure, entre autres, des questions d'érosion avec les précipitations intenses, mais aussi avec, selon le type d'agriculture, on peut avoir des sols qui sont plus ou moins, voilà, qui s'érodent de façon plus ou moins importante. Donc, dans le contexte de changement climatique, c'est important de veiller à cette santé des sols pour assurer le stockage du carbone et de l'eau et avoir de l'humus en suffisance. Un autre élément important, les moyens de lutte contre les insectes ravageurs et le contrôle des espèces invasives. Euh, Contre des ravageurs, ben, ça nécessite aussi pas mal de recherche là-dessus, y compris si on veut développer des moyens, des techniques qui ne nécessitent pas d'utiliser des pesticides, et aussi de faire face à de nouvelles espèces qui arrivent. Clairement, dans le contexte actuel, ça devient de plus en plus difficile d'empêcher des espèces invasives d'arriver. Dans la mesure du possible, c'est toujours ce qu'on aimerait, mais ça devient très très compliqué parce que clairement, ça devient tellement facile aussi que des insectes passent par des camions, par des bateaux et puis se retrouvent jusque chez nous. Donc c'est difficile à contrôler de façon stricte. Et donc pour tout ça, pour tous ces axes, on a un besoin important du côté de la recherche sur les questions agricoles. C'est vraiment un élément important, d'une part, d'observer ce qui est en cours, d'identifier les problèmes potentiels, de mener des expériences aussi, tester les nouvelles variétés, tester les moyens de lutte contre les insectes ravageurs. C'est quelque chose qui se pratique en Suisse, par exemple, à l'Institut du CABI, qui a une antenne notamment à Delémont. Et puis, le transfert des connaissances vers la pratique, une fois qu'on a testé de nouveaux processus, pouvoir ensuite les transférer et que ces processus puissent être appliqués sur le terrain. Et je mentionne cet élément et je crois que c'est pas anodin à l'heure actuelle parce que vous avez sans doute vu que dans le contexte, on n'est pas dans un contexte qui est très positif pour la recherche en ce moment. Alors sans parler des États-Unis où on a un exemple un peu caricatural, les sciences climatiques sont très touchées, mais les sciences environnementales en général sont très touchées. Et c'est certainement pas par hasard, hein. C'est vrai que les sciences de l'environnement, on met aussi en lumière certains problèmes qu'il peut y avoir par rapport au climat, mais par rapport aux questions de pollution, par rapport aux questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols.
et c'est très important que cette recherche puisse se faire. Mais il faut dire aussi qu'en Suisse, la tendance n'est pas très positive à l'heure actuelle non plus. Et donc, il y a aussi des risques enfin, voilà, des couples qui sont déjà en route. Donc, je crois que c'est un élément aussi très important. Dans ce contexte de changement climatique, l'importance de la recherche, c'est vraiment absolument essentiel. Donc, importance de la recherche, je disais, et ça m'amène un peu à la conclusion de cette présentation. On a vu pas mal de thématiques différentes, pas mal de gros défis qui attendent l'agriculture pour les années à venir. Il y a déjà pas mal de choses qui se font à l'heure actuelle, mais c'est clair que on va au devant de conditions changeantes qui vont encore sans doute changer dans le futur. Et puis des défis importants aussi parce que l'agriculture se retrouve avec des pressions multiples. J'ai parlé aujourd'hui de questions climatiques, mais évidemment, il n'y a pas que les questions climatiques qui sont importantes quand on parle d'agriculture. Et donc, d'un point de vue environnemental, il y a évidemment aussi beaucoup de sujets par rapport aux questions de pollution, donc euh, notamment pollution de l'eau, pollution des sols. Et là-dessus, c'est vraiment des sujets importants. Des sujets de biodiversité aussi, bien sûr. La biodiversité qui a beaucoup décliné en milieu agricole. Donc là aussi, on a des sujets importants et donc aussi des mesures à prendre. Donc, c'est évidemment assez complexe quand on se projette dans le futur. Il me semble que un élément qui peut inciter à l'optimisme, c'est que quand on regarde les mesures que l'on peut prendre pour l'adaptation au changement climatique, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour favoriser la biodiversité, c'est souvent assez convergent. Finalement, on a des mesures qui peuvent être bénéfiques sur plusieurs tableaux à la fois. Et typiquement d'aller vers des sols plus sains, vers une certaine diversité aussi dans les végétaux cultivés, conserver des haies, conserver des arbres aussi dans les zones agricoles, ça va avoir des impacts positifs à différents niveaux, à la fois pour la gestion, pour le cycle de l'eau, pour le cycle du carbone, pour la biodiversité. Donc, on peut avoir un certain nombre de synergies entre ces différents éléments et donc remplir plusieurs objectifs environnementaux à la fois. Et je pense que c'est ce qui est souhaitable hein, quand on imagine des mesures climatiques pour le futur dans le domaine de l'agriculture. Après, évidemment, ce qu'il faudrait encore ajouter à tout ça, c'est que l'agriculture s'insère aussi dans d'autres dimensions qui vont au-delà des sciences de l'environnement. Évidemment, il y a tout un débat aussi d'ordre politique, économique. L'agriculture est soumise à des pressions à ce niveau-là, d'ordre social aussi. Et donc, quand on réfléchit après sur comment mettre en œuvre ces différentes mesures, c'est clair que là, il faut aller après un coup plus loin et réfléchir à comment est-ce qu'on le fait politiquement, économiquement, comment, voilà, peut-être que ça nécessite aussi de changer certaines visions, certains modes de fonctionnement dans les pratiques, dans les politiques agricoles. Donc là, évidemment, ça va au-delà, disons, de ce que je peux présenter ce soir, mais c'est clair qu'il faut aussi prendre ça en considération si on veut imaginer l'agriculture du futur, une agriculture plus durable à l'horizon 2050-2100 dans le contexte climatique actuel. Et donc, je vais terminer là-dessus. Ouais, ça va, j'arrive tout juste à une heure de présentation. Donc, je m'arrête là-dessus sur une jolie chenille, bon, qui est aussi un insecte ravageur, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je me tiens volontiers à votre disposition pour des questions et des remarques sur cette présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Viator, pour les questions. Première question. Merci de votre présentation, Monsieur le Michelet. Est-ce que vous avez eu l'occasion euh, de présenter telle conférence aux différents lieux agricoles suisses? Alors, non, pas encore, non. À vrai dire, là, c'était, voilà, pour moi, c'était la première fois aussi que je pouvais présenter comme ça sur ce sujet, disons, de cette façon-là. Par rapport à la vigne, peut-être ça c'est important de le dire, on a mené, disons, les recherches que l'on a menées, c'était en collaboration avec la station viticole du canton de Neuchâtel. Maintenant, on travaille aussi avec les cantons du Valais et des Grisons. Donc, l'idée après, c'est effectivement de leur communiquer aussi nos résultats. Donc, ça fait partie du processus. Par contre, on n'a pas encore élargi au-delà du milieu viticole,
Mais par rapport à la vigne, c'est vrai qu'on a eu l'occasion aussi d'organiser après des soirées aussi avec les personnes qui travaillent dans le secteur viticole. Et c'était très intéressant d'ailleurs, effectivement, parce qu'après, ben, nous, on amène notre perspective de climatologue, mais on a aussi des échos de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est assez intéressant, notamment de discuter des moyens d'adaptation pour la vigne, entre autres, parce que voilà, on a des points de vue aussi qui sont pas forcément les mêmes au départ, donc c'est intéressant de les croiser. Ouais. Parce que j'ai beaucoup apprécié la clarté de notre conférence, comme vous beaucoup trouvé, et surtout, vous avez évité le piège dans lequel la plupart des conférenciers anciennes se trouvent, celle du design, un jargon pas possible, inaccessible, non, comme Merci. Mais en tout cas, effectivement, pour moi, c'est important, effectivement, d'essayer de rendre ça accessible. Et puis, encore une fois, je pense que c'est typiquement sur les questions agricoles, je trouve que c'est vraiment une thématique ouais, qui mérite d'être discutée et débattue parce que ça concerne beaucoup de monde. Et je pense, voilà, c'est important de, effectivement, pouvoir en parler dans un langage clair. Donc, je suis très heureux si c'était assez clair. D'autres questions? Parler de la santé des sols, je me demandais au niveau des modes de production agricole si on perçoit des différences entre du bio, du pas bio ou d'autres modes de production. Par rapport à la qualité des sols, Notamment, il me semble que c'est oui. l'impact, le secteur sur lequel il y aurait le plus de différences. Oui, alors effectivement, hein, donc, il y a des études qui ont été menées là-dessus, notamment par le FIBEL, qui est l'Institut suisse pour l'agroécologie. Et effectivement, effectivement, on constate un impact vraiment positif dans les méthodes agroécologiques par rapport à la qualité des sols. Donc oui, effectivement, il y a oui, des résultats qui sont visibles. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi en est la gestion des eaux de pluie? En Suisse, donc. Oui, Ouais. Euh, oui, alors. Je ne sais pas si c'est possible de répondre de façon globale parce que on a des situations un peu différentes selon les endroits. Ce que je sais, c'est que on a donc justement dans certaines régions, on a constaté ces dernières années un déficit justement des périodes de sécheresse trop marquées. Il y a des projets donc typiquement pour construire un bassin dans lequel on pourrait récupérer l'eau de pluie et puis comme ça l'utiliser en période de sécheresse. Donc c'est des choses qui sont en cours. Je n'ai pas connaissance si on a une vision globale sur ce que ça représente à l'échelle suisse. Mais en tout cas, c'est des réflexions qui sont en cours, clairement. Ouais. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposition, c'est très intéressant. J'ai une question concernant si on prend maintenant globalement la situation et on va se projeter dans le pire des cas, on Oui. va avoir des réserves, même Oui. si ça n'arrive pas, c'est-à-dire 4 degrés. Alors je sais, par rapport à ce que j'ai lu, etc., 4 degrés, ça devient pour certaines personnes, je suis désolé de dire, invivable. Alors, comment vous êtes pensez ça pourrait jouer en agriculture à 4 degrés dans le futur? Parce que Oui. je sais, il y a même maintenant des scientifiques qui ont dit tendance 2100, c'est 4 degrés. Alors, On n'arrivera pas au-dessous. oui. Et comme vous avez justement dit, la Suisse, c'est 2 fois plus. Oui. C'est-à-dire, il faut peut-être rajouter encore 1 ou 2 degrés de plus. Alors, ma question, je répète, la question, comme vous imaginez, c'est l'agriculture et dans l'axe de temps, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose à l'adaptation, etc. Ouais, ouais. Euh, Effectivement, hein, je pense que c'est important. Alors voilà, évidemment, ça peut paraître loin à la fin du siècle, mais malgré tout, en effet, il faut réfléchir. Et en effet, en l'état actuel des choses, le scénario 4 degrés, c'est pas du tout improbable. Et effectivement, pour le moment, on est plutôt dans les scénarios hauts, donc il faut réfléchir à ça. Euh, disons, alors, à Neuchâtel, pour le moment, on a surtout, on a concentré nos recherches par rapport à la vigne. Et effectivement, on se pose cette question parce que si on regarde l'évolution, je vais juste vérifier parce que j'avais peut-être une slide là-dessus. Ah non, je l'ai pas ici. Mais effectivement, si on se projette à plus 4 degrés, typiquement, on regardait les conditions pour le vignoble à Neuchâtel, on arrive quasiment à la limite de la possibilité de produire du vin encore dans la région parce que ça devient vraiment
trop extrêmes. Donc, effectivement, si on est vraiment dans cette situation-là, ça va être très compliqué. Dans les scénarios d'adaptation, on se projette pas forcément aussi loin pour le moment. Disons, voilà, c'est pas facile pour moi de répondre de façon simple là-dessus. Ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est toujours s'inspirer de ce qui se fait plus au sud, donc de regarder dans des conditions qui sont déjà de cet ordre-là, comment est-ce qu'on fait pour développer l'agriculture. C'est clair que c'est extrêmement difficile, hein. Donc voilà, dans un scénario pareil, même pour la Suisse, ce sera très très compliqué. Euh, donc, Excusez-moi, je peux vous dire, vous avez vu ce qui s'est passé au Mac. C'est ouais, c'est même pas un truc simple, c'est carrément une catastrophe. Et je me pose la question, certains gens, et la plupart des gens, je pense, n'ont pas compris ce que veut dire une ou des catastrophes. Il faut ouais, qu'il y ait des morts chez eux, juste qu'ils comprennent, ah oui, oh merde, il y a des catastrophes. ouais. Et justement, peut-être j'exagère, mais je vais toujours un peu dans ce sens-là Mhm. de capter pire ou avoir Ouais, des réserves, tolérance des réserves, même si on se trompe. Vous comprenez ce que je veux ouais, dire? absolument. Oui. Donc, ce qui n'est pas pour l'Inde, c'est une catastrophe. Et ça peut aussi arriver ici en Suisse. C'est c'est intéressant parce qu'effectivement, je passe pas mal de temps à communiquer sur ces questions climatiques Exactement. et je me pose souvent la question justement de comment communiquer là-dessus. Et en effet, si on se projette dans le scénario haut à la fin du siècle, on est vraiment dans un scénario catastrophe. Et j'avoue que parfois, j'hésite à venir directement là-dessus parce qu'il y a un risque aussi Oui, catastrophe. voilà, et de faire peur aux gens. Euh, et aussi dans l'optique d'avoir aussi un discours constructif et puis de réfléchir à voilà, ce qu'on peut faire maintenant, à aussi espérer qu'on n'arrivera pas dans ce scénario-là à plus 4 degrés global, et parce qu'on peut encore l'éviter, ça c'est clairement encore possible aujourd'hui. Mais en effet, si on regarde l'évolution des choses de façon un peu froide, pour le moment, en tout cas, clairement, il n'y a pas tellement d'éléments pour être optimiste, dans le sens où on n'a pas réussi à infléchir les choses. Et en effet, c'est pour ça aussi, ben, je ne l'ai pas précisé, hein, mais on dit, voilà, on fixe cette limite à plus 2 degrés. Pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas aller au-delà? C'est parce qu'on craint effectivement toute une série de conséquences de processus d'emballement aussi, hein, de différents phénomènes qui pourraient s'enclencher, qui pourraient encore augmenter le réchauffement. Donc c'est clair que dans un scénario au-dessus de 2 degrés, honnêtement, je pense que personne aujourd'hui peut vraiment dire comment est-ce qu'on s'adaptera. C'est assez, c'est très difficile de. C'est clair qu'on va vers des problèmes très très importants. Mais en effet, il vaut mieux réfléchir à ça parce que ça risque d'arriver. Je suis d'accord. On a une question. Ouais. Maintenant, des formations concernant les agriculteurs qui diminuent leur production de colza. Est-ce que c'est dû à des facteurs climatiques du passé, ou bien prolifération d'insectes, ou bien réglementation de produits phytosanitaires? Ah, alors, j'ai pas vu cette information. Je ne saurais pas vous dire alors parce que j'ai pas vu exactement quelles étaient les causes. Donc ça, faudrait les vérifier. Alors, je profite d'une question online qui dit: que pensez-vous des nouvelles techniques de sélection des plantes avec la micromodification de l'ADN des plantes pour une meilleure résistance aux risques évoqués? Il s'agit d'un thème très actuel. Oui, alors, disons, c'est une thématique qui n'est pas dans mon domaine de spécialisation, de ce que je connais, disons, des collègues de l'agroscope, hein, qui travaillent sur des questions de ce type-là. Effectivement, donc, il y a une certaine recherche qui se fait par rapport justement à des sélections génétiques pour essayer de renforcer la résistance, notamment face aux nouvelles conditions climatiques. Mais voilà, après, je connais pas le détail de ces méthodes, donc là, il faudrait peut-être demander à des collègues biologistes qui travaillent de façon plus spécifique sur ces méthodes en particulier. Ah, C'est juste pour faire un petit commentaire sur la question d'avant. Là. Pendant la canicule de 2003, en Europe, il y a eu 30 000 ou 40 000 morts. Il y a des cas. Oui, effectivement. Donc, c'était effectivement, on a une surmortalité importante à ce moment-là. Donc, en effet, les conséquences, elles sont déjà visibles aujourd'hui. Donc effectivement, ouais, ça questionne sur qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à changer les choses de façon plus rapide. Ouais.
Mais là, les échanges que vous avez pu avoir avec les agriculteurs, vous parlez de différences de point de vue. Il y a quoi, par exemple? Oui, alors, un élément qui est souvent revenu, c'est que, donc, effectivement, d'un point de vue climatique, on se dit, ben, effectivement, petit à petit, on pourrait changer les cépages, par exemple, parce que en termes de climat viticole, ce serait possible. Mais souvent, il y a des réticences parce que chaque région est aussi associée à un certain terroir, à certains cépages. Donc, typiquement, ben voilà, Neuchâtel, c'est comme ça, le pinot noir, c'est un peu le cépage phare. Et donc, on se pose la question, si on change de cépage, est-ce qu'on arrivera toujours à vendre? Et donc, il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Donc, de ce que j'ai pu constater, souvent, j'ai entendu des échos de dire, ben, on préfère autant que possible garder quand même les cépages actuels en changeant les porte-greffes, en adaptant aussi un peu les pratiques en cave, autant que possible pour essayer de garder les cépages actuels. Après, on peut aussi réfléchir à d'autres choses, typiquement, éventuellement planter un peu plus haut en altitude. Ça dépend où on se place. Typiquement, à Neuchâtel, le potentiel est limité parce qu'après, on se retrouve dans la forêt. Donc, on n'a pas forcément tant de possibilités que ça. Mais selon les régions, voilà, on peut réfléchir à d'autres solutions. Donc, voilà, il y a un peu une palette d'options à disposition. Et le changement de cépage n'est pas forcément le privilégié, on va dire, par les vignerons et vigneronnes. Mais voilà, c'est en tout cas une option possible. Est-ce que j'ai Victor, vous observez les changements, ils sont pas d'avion, ils sont pas des lois chimiques, vous avez vu ça, des changements de culture? Euh, oui, il y a déjà un certain nombre de tests qui se font et qui commencent à fonctionner. Donc, effectivement, ça vient petit à petit. Donc, oui, effectivement, les possibilités sont déjà là, finalement. Oui. Oui, merci pour cette conférence qui est très intéressante pour nous aussi. Une réflexion un peu sur le potentiel agricole. Parce que, bon, d'une manière générale, le réchauffement de température a plutôt des effets négatifs sur le rendement agricole à l'échelle mondiale. Il y a quand même des régions où le réchauffement a des avantages. Par exemple, ça permet de cultiver dans des régions plus froides, Oui. dans les régions du nord, où là, eux, ils accueillent le réchauffement climatique un point positif. Et je pense si en Suisse, par exemple, il n'y a pas aussi un potentiel de développer des pulmonie pour voir de la pluie dans des endroits un peu plus élevés. Oui. Euh, Effectivement, je pense que c'est un point important aussi. D'abord, si on se place à l'échelle globale, c'est vrai que si on regarde les modèles, disons, pour essayer de quantifier dans quelle mesure les changements climatiques ont un impact positif ou négatif, en effet, ça dépend des régions, parce qu'en effet, dans les régions au nord, par exemple, ça peut avoir des effets positifs, en tout cas à court terme. C'est difficile, enfin, j'ai vu des chiffres assez contrastés au niveau de l'impact global, augmentation ou perte de rendement. Donc, c'est difficile d'avoir une vision vraiment complète parce qu'il y a des chiffres très différents qui sortent aussi selon la méthode considérée, parce que c'est aussi des études macro comme ça qui sont assez complexes. Mais pour ce qui est de la Suisse, c'est effectivement une possibilité. Alors, en effet, le potentiel, notamment pour aller un peu plus haut en altitude, il est là. Et bah, c'est d'ailleurs là-dessus, alors là, c'est un peu trop tôt pour que je vous donne des résultats, mais le projet qu'on a actuellement en Valais, effectivement, on se questionne là-dessus. Dans quelle mesure est-ce que l'agriculture, on peut aussi développer, planter de nouvelles plantes un peu plus haut en altitude? Parce qu'en tout cas, d'un point de vue climatique, ce serait possible. Après, il faut regarder aussi au niveau des sols, qu'est-ce qui est envisageable. Mais clairement, en tout cas, il y a un potentiel à ce niveau-là. Ça fait partie des réflexions. Et du coup, il y a aussi la petite question dans le sens peut-être au niveau annuel, au niveau des précipitations, ça peut être favorable pour les pays du Nord, mais cela rapporte aussi une augmentation des événements extrêmes qui fait que ça aura un effet contre-productif. Aussi dans les pays du Nord. Effectivement, c'est pour ça que c'est difficile disons, d'avoir une réponse Ouais, vision. très claire là-dessus. Et ça dépend aussi effectivement de comment est-ce qu'on considère les phénomènes extrêmes là-dedans. Euh, Typiquement aussi au niveau par exemple, l'impact des ravageurs, a priori, on attend globalement une perte de rendement due aux ravageurs à l'échelle globale. Mais voilà, après, c'est difficile de faire un modèle dans lequel on intègre tous les paramètres de pression entre justement les phénomènes extrêmes, les ravageurs, les maladies, etc. Donc c'est difficile. À ma connaissance, on peut pas forcément donner un chiffre très précis là-dessus pour le moment.
S'il y a d'autres questions? Alors, je vous remercie à tous. Merci, un grand merci à tous. Je vais en profiter pour Ah projeter oui, la petite oui. diapositive sur, voilà, pour la, On ça a peut la mettre plu en... exactement et tout. Donc voilà, ça marche aussi online et tout. Donc un grand merci donc, pour vraiment cette très belle conférence avec justement des très très bons échanges et tout. Donc encore un grand merci. Je remercie évidemment le Palais de Rumine pour nous accueillir ainsi que nos partenaires. Et puis donc pour les prochaines activités de la ZESN, donc n'oubliez pas l'activité junior pour le dimanche 11 mai avec justement à la recherche justement de ces petits crapauds et lézards à Bière. Le 15 mai, nous avons donc une conférence avec Camille Bonvin. Et le mercredi 25 juin, nous avons Nicolas Jazin. Pour le 28 avec Antoine Guisan, le 28 août, ben voilà, le titre est encore à venir. Donc, je vous remercie d'être venu et au grand plaisir de vous voir pour les prochaines activités de la GFM.